Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SPA, pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Mathieu Rowe pour parler de la place de l'anesthésiste réanimateur dans les situations sanitaires exceptionnelles. Bonjour professeur Rowe. Bonjour, professeur Poiret. Première question, de quoi parle-t-on quand on parle de situation sanitaire exceptionnelle? Alors, situation sanitaire exceptionnelle, c'est un terme peu technique pour parler d'une catastrophe qui survient à l'hôpital. Soit elle est externe à l'hôpital, parce qu'il s'est passé quelque chose dans la ville, dans le coin, par exemple un énorme effondrement d'immeuble, ça peut être un attentat, ça peut être un virus qui circule et qui rend tout le monde en difficulté respiratoire, ce qu'on a connu. Là, c'est le cas donc d'un afflux massif de patients qui vont saturer le dispositif. Ça peut être une situation où il n'y a pas un afflux massif de patients, mais ça demande tellement de technicité que ça va saturer le dispositif. C'est par exemple un patient qui viendra avec une contamination chimique. Il faut tellement de monde pour s'en occuper que pendant un temps donné, on va se retrouver avec une partie des structures d'accueil qui vont être mises en difficulté parce qu'il faudra mettre ses moyens pour ce patient. Et puis, c'est aussi des situations au cours desquelles l'hôpital n'a pas un afflux de blessés ou de malades, mais doit affronter euh, difficultés techniques pour fonctionner. L'exemple le plus malheureusement répandu depuis quelques années, c'est une cyberattaque qui va paralyser le système d'information et de manière plus générale, le système numérique de l'hôpital. Au-delà de plus avoir d'ordinateur, on peut plus récupérer des résultats d'examens complémentaires, on n'a plus accès aux dossiers, on peut plus s'envoyer de mails, on peut plus se téléphoner, bref. Euh, mais ça n'est qu'une des modalités au cours desquelles le fonctionnement de l'hôpital est altéré. Demain, peut-être qu'on aura des sujets d'approvisionnement en produits de santé ou autres. Ça peut être une panne électrique. Voilà. Donc, une situation sanitaire exceptionnelle, c'est tout ce qui va empêcher l'hôpital d'assurer sa mission de soins. Et c'est important parce que dans ce genre de situation, l'hôpital, il a deux missions. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui arrivent de l'extérieur, il faut qu'on s'en occupe, mais il faut par ailleurs continuer de s'occuper ce qui fait notre activité de tous les jours, des parturientes qui accouchent, des patients qui font l'infarctus, des personnes qui sont fracturées de col du fémur, des patients qui ont besoin de chimiothérapie et de chirurgie. Et donc cette double mission, elle est mise à mal par la submersion d'un côté ou la diminution de moyens de l'autre. Merci pour cette introduction. Et du coup, comment on y fait face? Alors Dieu merci, on part pas de zéro. Euh, on y fait face d'abord parce que notre système de santé s'est construit autour de principes de réponse à l'extérieur de l'hôpital. S'il y a une grosse catastrophe avec, par exemple, un effondrement d'immeuble ou bien un attentat, ce que je prenais comme exemple tout à l'heure, euh, il va y avoir une réponse ordonnée de tous les acteurs préhospitaliers, du secours, pompiers, du soin, le SAMU-SMUR, de sécurité, de police, gendarmerie. Dans le cadre d'une réponse, ça s'appelle l'organisation de la réponse de la sécurité civile. Orsec, on a déjà entendu ce terme-là, plan Orsec, c'est à l'extérieur de l'hôpital. Et il s'articule avec la manière dont les établissements, je dis hôpital, mais en fait c'est établissements de santé, vont se réorganiser. Et ça procède d'un schéma qui s'appelle ORSAN ou ORSAN, pour Organisation de la réponse sanitaire. Ben, le ORSAN, c'est un peu le Orsec, mais à l'intérieur des établissements de santé. Et c'est à ça qu'on va faire référence par la suite. Ce schéma Orsan, il va s'adapter au type de crise. Par exemple, s'il y a un événement terroriste et qu'il y a un afflux massif de blessés, on va appeler Orsan à ma vie, puis il y a un chapitre spécial afflux massif de victimes. Si c'est un événement climatique comme on l'a connu en 2003 avec cette canicule qui a fait submerger les services d'urgence par des personnes âgées, on va utiliser le volet qu'on appelle le schéma Orsan, Epiclim, permet de s'adapter aux contraintes climatiques, etc. On a connu tous le volet Orsan REB avec l'épidémie de Covid il y a maintenant 5 ans. On a une chose pour le nucléaire, radiologique, chimique. Donc il y a des grands principes généraux qui sont propres à chaque type de, de menace. Et puis il y a des principes généraux transversaux, qui, quel que soit le type de menace, nécessitent de s'organiser. On l'a compris, on fait face à un double objectif, le fonctionnement du quotidien de l'hôpital, et puis prendre en charge la crise. Et pour ça, ben, la gouvernance, le commandement de l'hôpital, pour faire court, va se dédoubler et va confier à une cellule de crise le soin d'orchestrer la réorganisation et les soins pour affronter la crise, tout en permettant
d'assurer la suite. Et donc, la cellule de crise, c'est un peu la délégation faite par la gouvernance de monter la réponse. Ça demande de la réorganisation, ça demande d'innover, parce que par définition, si la crise est là, c'est que les outils qu'on avait à disposition n'étaient pas suffisants. Donc ça demande, on voit bien, un état d'esprit capable d'innover. Ça demande, nous, de manière plus pratique, pour des gens, des soignants, être capable de catégoriser les besoins, hein, lesquels ont besoin d'être pris en charge tout de suite, sans quoi il y a un impact sur le pronostic vital ou fonctionnel, et lesquels peuvent attendre un petit peu. Et on déduit de cette catégorisation, à la lumière des moyens qu'on a. Les moyens, c'est scanner, par exemple, le bloc opératoire, ça peut être de manière plus générale l'accès à des bâtiments qui sont encore alimentés en électricité si jamais il y a une panne électrique, vous voyez. Et ben, d'un côté, on identifie la catégorisation du besoin, de l'autre côté, on voit les moyens qu'on a, et pour lier les deux, on va prioriser. Voilà. Et finalement, ce travail de priorisation, il n'a rien d'exceptionnel. Les collègues urgentistes le font tous les jours. Quand on travaille en soins critiques, on le fait tous les jours, en décidant d'admettre ou non des patients. On le fait tous les jours quand on travaille au bloc opératoire et qu'on construit le programme opératoire de la semaine à venir. Et on le fait tous les jours quand on travaille au bloc opératoire et qu'on est affecté au bloc d'urgence en arbitrant pour savoir quel patient passe avant quel patient. Donc finalement, on va commencer à se dessiner que pour faire ce job, on fait appel à des compétences que nous avons. On va le développer, je l'imagine, par la suite. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, la question qui vient simplement après, c'est quelles sont les compétences nécessaires, du coup, pour y faire face. Alors, pour affronter ce genre de situation et prétendre présider un petit peu à la réorganisation, hein, je ne parle pas du tout de l'action de soins, je parle vraiment d'une mise en responsabilité euh, d'un médecin, anesthésiste réanimatrice ou anesthésiste réanimateur qui occuperait une fonction de direction médicale de crise, mais également d'une ou d'un cadre de santé qui occuperait, il y a en particulier hein, la fonction de cadre de santé de crise. Donc, vraiment, qui a une fonction, je dirais, d'état-major, quoi. Enfin, si je prenais une métaphore militaire. La première chose, c'est qu'il faut avoir une connaissance du soin requis pour ce type de pathologie. Je veux dire, voilà, il faut connaître la détresse respiratoire et savoir animer du SRA quand on prend du Covid. Il faut connaître le soin du patient traumatisé si on a un effondrement d'immeuble ou un énorme accident de bus ou bien un attentat. Euh, il faut aussi connaître le parcours de ces patients, quels sont leurs besoins, comment ça se passe à l'extérieur, sans forcément l'avoir fait, et comment ça va s'articuler à l'intérieur avec les différents états. Le patient est dans une catastrophe, il n'arrive pas à un endroit fixe dans lequel il va rester. Il va se déplacer. C'est un parcours de soins avec une marche en avant. Il faut qu'on maîtrise, qu'on connaisse ce parcours-là. Alors j'ai dit le mot maîtrise, c'est un lapsus par anticipation. Il faut qu'on ait, au-delà de la connaissance, une maîtrise des soins. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de présider la réponse à, par exemple, une arrivée de patients qui seraient été victimes d'une explosion sur un marché si on ne sait pas prendre en charge des traumatisés. Voilà, il faut qu'on sache, il faut qu'on le fasse. Voilà, il faut être, dit un de mes collègues, croyant pratiquant. Il faut pratiquer ça. Mais il faut aussi avoir une maîtrise des structures. Je répète, ces structures, c'est là où ils vont aller. Les urgences, c'est pas notre travail. Pour autant, les patients, ils arrivent aux urgences pour être qualifiés et très vite, ils rentrent dans un parcours de soins. Ce parcours de soins, il prendra dans la forme la plus typique, si c'est pour quelque chose de traumatique, du bloc opératoire, de la salle de réveil, CSPI, du soin critique, puis de l'hospitalisation. Il se trouve que nous sommes présents, chacune de ces structures-là. Donc, non seulement la connaissance, mais on a la maîtrise de ces lieux-là. Et j'ai parlé tout à l'heure de salles de surveillance post-interventionnelle. Nous avons tous nos établissements de santé qui ont des blocs des SSPI, c'est réglementaire. Une partie d'entre elles sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est l'organisation, l'activité qui l'impose. Et ben, ces salles-là sont des salles à proximité des blocs opératoires, armées avec du personnel compétent pour prendre en charge les patients graves. Si elles sont ouvertes la nuit, c'est qu'on sait faire, que ce soit paramédical ou médical. Et c'est autant de zones d'accueil d'urgence absolue qu'on peut mobiliser instantanément. Thomas Clavier a fait un super travail il y a 4 ans maintenant, avec d'autres. On a montré que nos salles de réveil, c'était instantanément 1000 lits, au moment où je parle, 1000 lits capables de prendre en charge les urgences absolues en France sans impact sur le programme opératoire. On a 5000 lits de soins critiques. Vous voyez, on est instantanément capable, nous, anesthésistes réanimatrices, anesthésistes réanimateurs, par nos salles de réveil, de prendre en charge 1000 UA sur le territoire national sans que ça impacte le programme. Vous voyez le rôle stratégique qu'a notre spécialité. Et donc, il y a cette maîtrise-là. Et ensuite, il y a, au-delà des connaissances, du savoir, hein, il y a les compétences non techniques. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il faut prendre des décisions dans l'incertitude, il
sous constitution de stress, parfois rapidement, euh, avec des intérêts divergents, parfois contradictoires. En fait, c'est le boulot qu'on fait tous les jours quand on fait de la priorisation et qu'on est au bloc d'urgence, qu'on est en soins critiques. C'est aussi une capacité à travailler en équipe. Et là, moi, quand je regarde mon exercice professionnel, bah, c'est ce qu'on fait, en fait. On travaille en équipe au sein de notre spécialité avec des infirmiers anesthésistes, avec des cadres, avec d'autres médecins. On travaille avec des réanimateurs, on travaille avec des spécialités chirurgicales et on sait que ça peut être très vaste en termes de compétences. On travaille avec tous nos collègues médecins non chirurgiens et ne pas de notre spécialité, des correspondants spécialistes. On est vraiment au cœur du sujet et notre capacité de travailler en équipe, je crois, n'est pas remise en cause, voire est franchement saluée par toutes les spécialités avec lesquelles on travaille. Donc voilà, un autre élément. Pour la dernière question, ça vient un peu avec tout ce que vous avez dit, hein. Et donc, on a l'impression que c'est l'anesthésiste réanimateur qui a le profil, a priori, un peu idéal pour occuper ces postes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai un peu avancé les choses en expliquant pourquoi, à partir dès lors que je présentais les besoins pour occuper cette fonction, et pourquoi on le faisait, mais on coche toutes les cases. Voilà, on coche toutes les cases. Donc, il faut s'investir là-dedans. Sinon, on prend le risque que quelqu'un occupe le job alors que il n'a pas forcément toutes ces compétences-là. Soyons fiers de ce qu'on fait. C'est-à-dire que on fait tous les jours la réponse à la crise, comme Monsieur Jourdain et la prose. Bon, bah, il y a un moment, c'est un peu plus aigu que d'habitude. On a tout ce qu'il faut dans notre formation, dans notre exercice professionnel pour présider à la réponse. Faisons-le. Nous sommes les sentinelles, hein, clairement, du parcours médico-chirurgical. On le connaît, on le maîtrise. Mettons-le au service des patients. Un grand merci, professeur Rose. C'était vraiment complet et vraiment très, très clair. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast. Merci de votre confiance. Très bonne journée. Merci à vous pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et surtout, pensez à vous abonner.